Eric, un grand bonjour Eric de Genève qui vient de se connecter. Bonjour Eric, donc ça fait plaisir, on voit qu'il y a un petit peu de monde qui se connecte. Donc c'est super sympa. Eh ben écoutez, ce matin, donc je viens de vous faire une petite introduction pour les différents événements qui vont venir. Donc on va faire un webinar le 11 mai avec Shaima sur la partie Data Services Manager. On va faire un VMUG en présentiel à Bordeaux le 4 mai. Normalement, on essaye de travailler également sur un VMUG à Paris. Le format, je ne sais pas encore si c'est une demi-journée, si c'est plutôt genre une vibire, un after work. Donc, toutes vos propositions sont les bienvenues. Ça sera sûrement fin mai, début juin, au beau jour, tant qu'à faire. On prépare également avec la communauté, on prépare le UserCon au mois de septembre. On a déjà la date, ça doit être de souvenir, j'ai oublié là, mais de souvenir, ça doit être le 19. Si Gaël est là, il peut se démuter et me préciser, me confirmer si ce n'est pas le 19 septembre. Donc, on est en train Je de. crois, un jeudi. Merci. Ouais. Merci Gaël. Donc du coup, ça sera fin septembre, on va faire un UserCon, pareil. On est en train de travailler sur 21 septembre. l'agenda. C'est en septembre. Voilà. Et donc du coup, on est en train de travailler sur l'agenda, tout ça. Donc voilà, on va publier les choses prochainement. On espère aussi de faire quelque chose de très sympa avec plein de sessions aussi variées pour correspondre, en tout cas répondre à plein d'attentes. Voilà. Mais ce matin, en tout cas, on reçoit Thomas Chailloux qui travaille chez Dell Technologies France. Je vais le laisser se présenter juste après. Je voulais juste remercier Thomas pour sa proposition de talk parce que on n'a pas souvent ce talk-là. Le talk qui va être assez orienté démo, vous allez voir. On va avoir une première partie explication, définition, très important pour définir. On va dire faire un overview, c'est bien de reprendre la base et après on va commencer. Enfin, Thomas abordera son talk au fur et à mesure et alimenté ou en tout cas illustré par de la démo. Donc c'est super bien. Donc merci encore Thomas pour ce matin. Je te laisse maintenant la parole. N'hésitez pas à poser les questions. Si on peut, on le fait en live. Si vous voulez le faire en chat, on le fait en chat et on interrompt Thomas dans ces cas-là. Mais il a une belle session. Donc voilà, il faut qu'il tienne le temps. Mais je pense qu'il Ouais. n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est c'est un peu, c'est Voilà. un peu le challenge. Bonjour. Donc, moi de mon côté, oui, merci Noam de t'accueillir Dell Service France dans ce VMUG. Pour ma part, donc, je suis Thomas Chailloux, je suis architecte VMware et réseau dans l'équipe Professional Services France. Essentiellement, mon rôle, c'est architecte autour de concevoir et implémenter des solutions vSAN, vSphere, VxRail, donc très orienté produit VMware, en accordant le tout autour du réseau. Je suis accessoirement aussi point de contact français et Europe pour les architectures avancées, VxRail Stretch Cluster, le type d'architecture qui serait basée aussi sur des solutions BGP, VPN, VXLAN, etc. Et j'essaie d'organiser aussi des transferts de compétences pour faire en sorte que mes collègues prennent des compétences sur des technologies type VCF, NSX, etc. Alors, dernièrement, on a eu une forte adoption de NSX chez nos clients. Donc, NSXT, le produit est connu du côté de chez VMware. L'adoption est en train de se faire chez les clients et il y a toujours l'aspect migration qui va rentrer en ligne de compte. Et on a eu des cas de figure où justement on se posait des questions, comment migrer des workloads d'un environnement NSXT déjà existant vers un environnement NSXT, le tout basé sur des overlays et des solutions Software Defined Network. Donc là, l'objectif de ce VMUG, c'est vraiment de présenter une des solutions retenues pour faire des migrations de workload quand on est basé sur du Software Defined Network. Et en l'occurrence, de présenter HCX et comment répondre à ce genre de besoins, parce qu'on sait très bien que de base, c'est pas forcément évident. Donc, je vais présenter et remettre les choses un peu dans leur contexte en présentant la solution HCX en dotted line, vraiment en présentant les différents aspects, les différents les key features de HCX. Et ensuite, on passera sur une démo. L'idée, c'est vraiment de montrer comment le produit fonctionne
dans certaines conditions. On a pas mal de types d'architectures différentes. Donc, l'idée, là, c'est que j'ai vraiment remonté une architecture type de migration de workload entre réseau SDN vers réseau SDN, où c'est deux inventaires NSX complètement séparés. Donc, il va falloir que je recontextualise tout ça. Je présenterai un petit peu l'environnement de démo, de lab qui a été remonté. Et ensuite, on passera à un overview de HCX et vraiment montrer comment ça se passe dans la vraie vie avec les interfaces vSphere, vCenter et HCX. OK. Alors, HCX, en définition, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une solution de migration développée par VMware. Elle permet de déplacer des applications et des charges de travail entre plusieurs infrastructures. L'avantage, c'est qu'on peut faire de la migration any to any. On peut vraiment migrer sur des infras qui soient on-premise vers du cloud vers du cloud ou on-prem vers du on-prem. L'idée, c'est vraiment d'aller vers une souplesse qui nous permette de faire à peu près tout ce qu'on veut. Pour que HCX fonctionne, on a besoin de différentes appliances. Donc, HCX va être capable, va nous déployer des appliances en fonction des services qu'on veut activer. Et tout ça afin d'obtenir une connexion, une connexion des réseaux et une extension des réseaux de manière sécurisée à travers des réseaux WAN ou data center. HCX, donc comme je vous disais préalablement, est basé autour de HCX Manager, donc une appliance de l'appliance principale, c'est qu'on déploie Day One lorsqu'on rentre, on met les mains dans HCX, on va le voir rapidement tout à l'heure, et en fonction des architectures qu'on va aller designer, on va se retrouver avec plusieurs types d'appliances. C'est important de comprendre quels sont leurs rôles et à quel moment on les utilise. Donc, effectivement, on a une appliance qui s'appelle HCX One EX. Donc, c'est une plateforme d'interconnectivité qui va nous permettre de simplement interconnecter les data centers locaux et distants, donc nos data centers source et destination. C'est la base de HCX. On peut pas, c'est une appliance qui est mandatory, elle va être déployée dès qu'on va commencer à interconnecter les data centers entre eux. On a une appliance alors elle utilise, oui, effectivement, cette appliance utilise des réseaux management, vMotion et vSphere Réplication, et aussi des réseaux dits d'uplink qui vont servir à interconnecter les deux appliances iX entre elles. On va avoir aussi le déploiement d'appliances dédiées à l'extension de réseau. La problématique, le gros challenge de HCX, c'est comment je vais être capable d'étendre des réseaux SDN d'un data center source vers un data center destination. L'idée, c'est vraiment que via du VPNL2, HCX, les net extenders soient capables d'étendre ces réseaux entre data center source et destination. Donc, elle va être connectée au réseau d'uplink. On a une appliance aussi qui est One Optimizer. Cette appliance-là, elle va être utilisée essentiellement pour optimiser les performances dans un réseau hybride étendu. Donc, elle va se baser sur des techniques de compression, de déduplication ou encore de la QoS. L'idée, c'est vraiment d'optimiser la bande passante et la latence entre les réseaux source et destination. Faut bien retenir que HCX est une solution qui est utilisée pour la migration, mais on pourra aussi l'utiliser de manière plus dans le temps, on va dire, pour étendre des réseaux ou des solutions de manière non ponctuelle, finalement. On a aussi une appliance qui est Sentinel Gateway. C'est une appliance qui va utiliser des réseaux pour faire en sorte d'être capable de migrer via des réseaux Sentinel, faire de la migration OS assisted. L'idée, c'est d'être capable de faire des migrations P2V ou V2V en utilisant et en se basant sur des agents installés sur les OS et qui communiquent avec ce réseau Sentinel.
Une fois qu'on a bien compris les tenants et les aboutissants de toutes ces appliances, HCX va se baser, c'est un deuxième concept qu'il faut bien comprendre dans les déploiements d'HCX, va se baser sur certains réseaux dédiés à HCX. On a des réseaux HCX uplinks. Donc, les uplinks sont utilisés pour les interconnexions entre les appliances HCX à la source et à la destination. Et ces réseaux d'uplinks vont traverser les réseaux WAN et ou data center. L'idée, c'est de faire interconnecter les réseaux à travers ces deux réseaux d'uplinks. On va avoir besoin de déclarer aussi des réseaux de management. Les appliances vont avoir besoin de se connecter à ces réseaux de management pour pouvoir interconnecter localement les appliances avec les différentes briques des data centers VMware sur chacun des sites. Donc, c'est pour que les appliances soient capables de se connecter avec les VM canal de management, les DNS, les vCenter, les NTP, tout ce qui construit la brique de management des environnements VCR. On va avoir aussi besoin de déclarer des réseaux HCX vMotion. Via vMotion, effectivement, HCX va se baser sur vMotion pour pouvoir migrer, entre autres, pour pouvoir migrer des workloads des data center source vers data center destination. Dans l'idée, les appliances vont faire le pont entre les data center source et data center destination via les réseaux vMotion. Donc, il va falloir les déclarer de la même manière sur les appliances. On va avoir potentiellement le besoin aussi de déclarer des réseaux de réplication. HCX a la possibilité de faire du transfert de workload en utilisant un réseau de réplication pour les gros workloads, pour les migrations bulk, on va en reparler, ou RAV. Et l'idée, c'est vraiment de déclarer des subnets dédiés, enfin des réseaux dédiés à HCX réplication pour que le transfert des workloads utilise vSphere réplication. Et enfin, on a aussi des réseaux Sentinel Network qui vont être des réseaux dédiés, utilisés par HCX pour le OSAM, OS Assisted Migration, comme je l'ai dit précédemment, qui est utilisé pour les migrations P2V ou V2V. Au final, VMware HCX est capable de nous fournir pas mal de fonctionnalités importantes. On va pouvoir faire des network extensions entre des data centers distants. On va pouvoir faire du cross-cloud vMotion, donc de la migration source-destination juste en utilisant du vMotion. Alors ça, c'est les avantages, ces inconvénients. À savoir que toutes ces fonctionnalités viennent avec des niveaux différents de licence de HCX. On a la possibilité de faire du bulk migration. Bulk migration, c'est une fonctionnalité de transfert de workload via vSphere réplication. Lorsqu'on envoie du bulk migration, on utilise vSphere Replication, donc au final, le transfert de workload se fait à froid. On va avoir à un moment donné un arrêt de production parce qu'on va éteindre les VM à la source pour les redémarrer à la destination. Tout ça, ce sont des features qui sont fournies par les licences advanced de HCX. On a du RAV. Le RAV, c'est Replication Assisted vMotion. C'est la combinaison du bulk migration et du vMotion classique. On va être capable d'envoyer, de faire une bulk migration pour répliquer la data via vSphere réplication et en dernière minute, avant le transfert des workloads entre la source et les destinations, le RAV va nous permettre de faire un transfert de workloads sans arrêt de production. Le RAV est offert dans le VMware HCX en version Enterprise. On a la possibilité d'intégrer aussi HCX avec du Disaster Recovery et faire du SRM intégration. On a l'OSAM, l'OS Assisted Migration. On a la possibilité aussi de faire du Mobility Optimized Network. L'idée, c'est d'être capable dans les cas de figure où on a de l'installation d'HCX long terme avec des workloads qui sont à long terme existants entre les data center source et destination,
Le MON, donc Mobility Optimized Network, va nous permettre de faire en sorte d'éviter ce qu'on appelle du tromboning de trafic entre les data centers sources et destination, parce que les gateways des subnets sont situés essentiellement que sur un seul site. Le MON va nous permettre d'éviter de faire en sorte que le trafic revienne à la destination si les gateways se trouvent à la source, pardon, si les gateways se trouvent à la source. On a aussi la possibilité de faire lorsqu'on fait du network extension, on déploie des appliances de network extension. Cette appliance, c'est ni plus ni moins qu'une appliance qui va être découverte en tant que hot dans les data centers. On a la possibilité de faire du achat pour se permettre d'être capable de perdre une appliance. L'appliance va être déployée, elle va être exécutée sur un host. Si je perds l'host, je perds l'appliance Network Extender. Si jamais je suis dans une phase d'extension de réseau long terme, ça peut être embêtant de perdre mes appliances Network Extension. Du coup, les dernières versions d'HCX sont capables de faire du achat, high availability, sur les Network Extension. L'idée, en fait, c'est tout ça mis bout à bout. Toutes ces fonctionnalités vont nous permettre d'avancer et de construire des hybrides cloud et d'intégrer HCX avec AWS, AVS et Google Cloud. Pour ce VMUG, j'ai mis en place un environnement, c'est essentiellement pour des reproductions clients, pour montrer la faisabilité et étudier un peu comment traiter la problématique de sécurité. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait de la migration de cross data center, on a des inventaires NSX qui sont séparés. On migre d'un NSX source vers un NSX destination. Les inventaires de ces NSX sont séparés. On va traiter de la partie distributed firewall et sécurité. Donc, il a fallu que je monte un lab. L'idée, donc, ce qu'on va voir, c'est simuler des environnements clients. On a ici, au site de Montpellier, un lab dans lequel on peut utiliser du matériel fourni par le support technique. Donc, essentiellement, on a 2 racks qui sont interconnectés via un core router. L'idée, c'est de déclarer un rack que je vais définir en tant que rack source, le rack B07 qui se trouve à gauche, donc qui est basé sur du MX740. Et l'idée, c'est qu'on a déployé un NSX avec un T0 dans ce rack et déclaré quelques segments overlay qui sont connectés sous un T1. Chacun de ces overlays sources, on va leur déclarer un subnet. Donc, les labonneurs m'ont donné des subnets avec qui jouer. Donc, j'ai pu me débrouiller à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que j'ai pas la main sur le core router, donc je peux pas faire ce que je veux. Le core router est géré de manière statique. On m'a donné un 172.27.14 en /24. Donc, pour monter ma démo, j'ai dû jouer avec les sous-réseaux et j'ai déclaré 3 subnets qui sont sur les /27 inclus dans ce /24. Donc, ils sont connectés à un T1 dans mon NSX source. Le top of rack fait office de routeur statique. J'ai une default route qui monte vers mon core router. Et tous les réseaux qui sont inclus dans mon 14.0/24 sont redirigés vers le T0 de mon NSX source. Au niveau de mon core router, j'ai du static routing, j'ai pas la main là-dessus. Donc tous les paquets qui arrivent sur du 14.0/24 sont redirigés vers le routeur de B07, le top of rack. Et BGP est capable d'apprendre les routes qui viennent du routeur C10. C'est important de comprendre le principe. L'idée, en fait, c'est quand on va commencer à migrer, c'est de se demander comment le trafic va être redirigé quand les VM vont passer de la source à la destination. Donc, on va parler un petit peu de BGP et de routage dynamique. Donc là, en l'occurrence, mon core router apprend les routes.
Là où je commence à avoir la main, c'est dans mon rack C10. Donc, j'ai installé un routeur BGP en ECMP. En default route, j'apprends une default route qui redirige vers mon core routeur. Et j'apprends les routes qui sont apprises via mon T0 de C10. C'est-à-dire que tous les segments qui vont être connectés sur mon environnement destination vont être apprises par mon core routeur de C10 via BGP. Voilà. Chaque fois que je vais connecter un segment, à condition que je l'ai configuré dans NSX, les routes vont être apprises par le T0 et ensuite annoncées à mon core, à mon routeur de mon rack C10. J'ai une machine Windows 10 VM. Elle va me servir de test et bien valider que je ne perds pas la communication à mes workloads lorsque je transfère mes workloads de ma source à ma destination. Donc, l'idée dans un premier temps, quand on est dans ce genre d'infrastructure de lab, c'est de poser HCX via les appliances qu'on a définis et les réseaux qu'on a définis préalablement. HCX va me permettre d'étendre mes réseaux. Donc, ça va être la première des opérations. Donc, on va tirer les réseaux, les HCX entre eux. Une fois que les HCX sont interconnectés, les HCX managers, on va être capable d'étendre les réseaux. Je vais étendre mes réseaux et une fois que mes réseaux sont étendus, je vais être capable de basculer mes workloads de ma source à ma destination via les VPN L2 qui ont été créés entre mes segments source et destination. Donc là, en l'occurrence, dans cette phase-là, mes gateways sont toujours connectés à B07T10 à gauche de mes schémas. C'est là qu'intervient le Mobility Optimized Network, dans le sens où on peut configurer HCX et mettre en place des solutions qui vont favoriser le trafic en sortie vers Internet, afin d'éviter que le trafic aille toujours vers l'ouest, vers B07, pour remonter à ces gateways. C'est des features, il me semble, qui sont avancées et présentes que dans Enterprise, HCX Enterprise. Mais là, ça montre bien que, en l'occurrence, tant que j'ai pas fermé mes extensions de réseau, mes gateways sont toujours situés à mon rack source. Donc, on peut avoir des effets de bord sur les liens intersites, car potentiellement, si je mets pas de Mobility Optimized Network en place, tout mon trafic va passer via les liens intersites. Une fois que mes migrations sont terminées, je vais pouvoir connecter mes segments à destination sur le T1 que j'aurai déclaré à ma destination et déconnecter du coup mes segments à la source afin que tout le trafic repasse par le T1 de ma destination, mon RAD-C10 et le T0 et ainsi jouer avec le BGP pour réannoncer les réseaux. Ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais déconnecter et fermer mes extensions de réseau, je vais avoir des annonces BGP qui vont être faites. Donc, vu que les réseaux sont des réseaux recalculés, hein, des sous-réseaux de mon /24, ils vont directement être annoncés en /27 sur mon T0 et via BGP, enfin via NSX. Et BGP va réannoncer à mon routeur de mon rack C10 ces réseaux-là. Donc en /27, c'est des routes qui matchent avec le réseau. Et à ce moment-là, BGP va réenvoyer ces routes apprises sur le core routeur. Je vais me retrouver, alors c'est le cas de figure en l'occurrence ici, mais on a d'autres manières de jouer. Les routes vont être apprises à BGP et sur mon core routeur, je vais me retrouver avec deux niveaux de route, un statique qui prend le /24 et des routes apprises via BGP qui annoncent les réseaux mais en /27. Étant donné, si je cherche à aller sur mes workloads, donc LNX 01, 02, 03, les routes vont matcher. Donc du coup, la static route qui est une route summarisée de toutes ces routes-là ne va pas être pris en compte dans les process de routage. Dès que la route match, il va renvoyer vers le bon réseau. C'est une manière de fonctionner. On peut jouer aussi avec les admin distance et changer les admin distance. Ce que j'essaie de montrer là, en fait, c'est au final, c'est que HCX nous permet de migrer des workloads, certes, mais
il faut aller plus loin et sortir de ce que peut faire HCX pour vraiment aller regarder qu'est-ce qui se passe côté réseau pour être sûr que le trafic soit opérationnel lorsque je vais migrer mes workloads de ma source vers ma destination. Donc là, c'est une méthode, il y en a d'autres. L'idée, c'est à chaque fois qu'on pose, il faut réfléchir et vraiment engager les équipes réseau pour savoir comment on va faire pour assurer la pérennité du trafic et des productions. Donc là, on peut considérer que mes workloads auront été migrés. Il y a une problématique qui va se poser, c'est la problématique de la sécurité. Effectivement, dans ce cas de figure-là, j'ai migré mes environnements d'un environnement source à destination et on peut s'attendre à ce que j'ai des effets de bord sur la sécurité du distributed firewall parce que j'aurais beau migrer mes machines virtuelles en gardant la sécurité et les tags NSX. Désolé. Voilà. En migrant, l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer au niveau du distributed firewall quand j'ai de la configuration de distributed firewall. Donc là, j'ai monté juste un exemple de ce qui peut être fait en distributed firewall. Donc, je retrouve mes segments qui sont cross-group et j'ai mis des règles de distributed firewall assez basiques. Donc, en vert, le trafic est permis, en rouge, le trafic est fermé. Je suis basé sur des tags NSX. Donc, j'ai 2 niveaux de tags. Donc, chaque VM a 2 tags. J'ai des tags LNX et des tags GRP. La problématique qui va se passer, c'est que dès que je vais prendre un groupe des VM ou quoi que ce soit, que je vais les envoyer ou les sortir de Distributed Firewall, au final, ce qui va se passer, c'est que le Distributed Firewall, si je suis basé sur les tags, ne va plus connaître ces VM de son inventaire. Elles seront sorties de l'inventaire. Donc, techniquement, je peux m'attendre à ce que le trafic soit autorisé entre les groupes sources et destinations, alors que je ne voudrais pas au final. J'avais mis en place des règles qui faisaient en sorte que ce soit bloqué. Donc, on va voir rapidement aussi comment je peux mettre en place des mécanismes qui peuvent me permettre de garder les règles de distributed firewall que j'ai mis en place. Je présente une méthode, il y en a d'autres. C'est juste des axes de réflexion. Ok, donc là, c'est une demi-heure. On va essayer de regarder un petit peu comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, j'ai monté un environnement de démo. Ça va se diviser en 2. Je vais présenter l'environnement de démo en live. Je vais aussi passer par des passages de vidéo parce que les migrations sont longues. Donc, voilà, c'est pour mettre un peu dans le contexte. Je vais changer d'écran de partage. Un instant. Oui. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez intervenir. Ouais, n'hésitez pas à vous démuter si vous avez des questions. Hein. C'est le moment. Temps de switcher. J'ai vu que quelques-uns avaient déjà répondu. Roy, ce serait bien. Merci beaucoup. Mika, Eric. Moi, j'ai juste une contribution, si vous voulez. Oui, ouais. Avec plaisir. Je me présente, je m'appelle Anis, je suis des Devoteam. En fait, peut-être il y a des gens qui connaissent pas HCX, peut-être, je suis pas sûr, mais en fait, juste pour dire que certes, HCX, c'est un outil puissant pour faire des migrations, mais il faut tenir en considération qu'il y a des prérequis pour réussir une migration. Et du coup, dans HCX, il y a 3 types de migrations, ou ce qu'on appelle des migrations cold, si vous voulez arrêter la VM. Et ça, c'est très basique. Vous n'avez même pas besoin d'un outil. Et il y a le type de migration bulk et le type de migration qui s'appelle live ou des migrations à chaud. À chaud. Exactement, des migrations à chaud. Juste pourquoi je voulais faire cette contribution-là, parce que d'après mon expérience, malheureusement ou heureusement, il y a des clients qui n'ont pas du NSX et qui ne connaissent même pas la différence entre VSS et VDS. Et moi, par exemple, j'ai trouvé des clients qui utilisent des VSS. Pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi VSS? C'est Virtual Standard Switch.
Et du coup, j'avais un client qui voulait migrer du on-prime vers GCVE. GCVE, c'est la solution de Google, VMware, Google VMware Engine. C'est comme VMC de Amazon et comme AVS de Microsoft, si vous connaissez. Et du coup, là, on était obligé d'utiliser du bulk migration puisque le client n'a pas de VDS. Donc, pour résumer, sachez que on ne peut pas appliquer ce que vous voyez là aujourd'hui à tous les clients. Ça dépend ce qu'il a en prime, ça dépend. Il y a des prérequis. Voilà, c'est ce que je voulais dire par ma contribution. Oui, non, tout à fait. Il y a des grosses analyses à faire en amont des installations d'HCX, c'est bien entendu. Et là, on est vraiment dans un cas d'usage spécifique. On est vraiment dans une migration vers private cloud, tout private cloud. Mais effectivement, c'est un bon point. Est-ce qu'on voit mon écran, hein? Je sais pas si... Ouais, c'est bon. Vas-y, on voit les deux écrans, là. Voilà. Ok, donc, les deux fenêtres. donc rapidement, j'ai remis un environnement donc, qui correspond à ce que j'ai présenté dans le deck. À gauche, on a la source, à droite, la destination. D'accord, donc on retrouve donc dans mon inventaire mes VM. Donc j'ai trois groupes de VM. Groupe 1 avec LNX 0, 1, 2 et 3, groupe 2, groupe 3. J'ai déjà fait des migrations. On va voir pourquoi on est en train d'activer les réseaux. Ce qu'il faut considérer, c'est que j'ai mon HCX Manager qui est ici. Voilà, on retrouve une VM qui est représentée sur un HCX Manager. On retrouve à la destination un autre HCX Manager. C'est ni plus ni moins qu'une appliance qui est déployée. Donc, on est tous je vais me loguer dessus juste pour faire un rapide overview. Donc, comme toute appliance, hein, on va être capable de voir plusieurs choses, comme si c'était un VCSA ou une appliance vCenter. L'idée ici, c'est que sur l'appliance, on va avant d'intégrer HCX, on va la connecter à mon NSX local, à mon vCenter local, et bien entendu au SSO, et je vais obtenir une adresse URL publique. J'ai la même chose de l'autre côté sur mon HCX Manager de destination. Je vais être capable de gérer mes services sur l'appliance, les démarrer. En configuration, je retrouve mon modèle de licence, mes onglets pour pouvoir configurer NSX Manager, vCenter, etc. Et je peux... alors, il y a une partie qui est importante aussi, c'est la gestion du réseau. Surtout à la destination HCX Manager doit être en front sur les réseaux. La source doit être capable d'accéder à HCX Manager de manière non natée. Donc, on peut avoir souvent des problématiques de réseau et on doit être capable de mettre différentes static routes sur le HCX Manager de destination, à la source aussi, hein, et une configuration du proxy pour que soit capable d'accéder au réseau de source et destination. C'est une configuration d'une appliance bien classique. De la même manière, je retrouve mon NSX Manager. Donc on va être amené à vérifier 2-3 choses dans les NSX Manager. Je vais me connecter ici aussi. Okay. Une fois que j'ai déployé mes HCX Manager, on va se retrouver avec un plugin HCX. Donc, autant à la source qu'à la destination. La première des choses à faire, c'est qu'il va falloir que je fasse un side peering. Side peering, si je regarde, c'est juste que ni plus ni moins, je lui rajoute son IP, son adresse publique
À la source, je rajoute l'adresse publique. Si je fais add site pairing, je rajoute juste la remote HCX URL pour que je puisse interconnecter mes deux sites entre eux. Donc, le login du SSO distant, le mot de passe, je fais connect, les deux sites vont se retrouver pirés entre eux. Donc là, on a fait juste qu'interconnecter les HCX managers entre eux, rien de plus. Une fois qu'on a fait ça, basé sur les différents réseaux et appliances qu'on a définis au préalable, je vais devoir définir des policies d'interconnect. Donc, avant de commencer à créer des services mesh, ce qui a été fait ici, il va falloir définir les network profiles. C'est-à-dire que les network profiles, c'est les différents usages des réseaux qu'on a définis au préalable. Essentiellement, là, dans mon cas de figure, je vais avoir besoin de définir 3 types de network profiles. Si je regarde un petit peu, je vais avoir pour ma source un management network profile. Donc, je vais lui donner une plage d'adresses IP qui correspond aux adresses IP que les appliances vont être capables de se distribuer dans le réseau de management. Je vais leur donner une gateway, un préfixe, les DNS qui m'intéressent et leur assigner les réseaux qui m'intéressent, en l'occurrence management et potentiellement du vSphere réplication, même si là, dans notre cas de figure, ça ne va pas être utilisé. L'idée, c'est de comprendre que le management network profile soit capable de se connecter aux interfaces de management de mes équipements sources. Donc là, on est clairement dans le même subnet. Si je vais sur les si je prends un host quelconque, si je regarde son management, on est sur du 119.103. J'ai exactement le même. Voilà, les appliances qui vont être déployées par HCX vont se retrouver sur le même subnet. De la même manière, donc, bien entendu, à chaque fois, je vais lui donner dans quel port groupe les appliances vont être déployées. Donc, je définis le port groupe, le nom du network profile, les IP, DNS, gateway, les types de réseaux qu'on a définis, et je crée mon network profile. Je crée 3 autres network profiles dans ce cas de figure, un pour le vMotion, donc un peu la même logique. Les réseaux vMotion, les appliances qu'on va déployer vont être pour certaines connectées au réseau vMotion, on va avoir besoin de connecter au réseau vMotion. L'idée, c'est qu'elles soient capables de se connecter aux autres VM kernel vMotion des environnements sources. Et enfin, alors non, ça c'était la vMotion. Là, on parle des uplinks. Enfin, je parle des uplinks. Donc, les réseaux uplinks, je vais avoir, donc là, j'ai utilisé un segment NSX qui est routé, c'est-à-dire que c'est 2 segments NSX qui sont à ma source et à ma destination et qui sont capables de se parler entre eux. Et toutes les appliances qui ont besoin de communiquer sur des réseaux uplink vont se voir distribuer des adresses dans cette plage-là. Je l'ai déclaré en tant qu'HCX uplink et je l'ai envoyé dans un réseau, dans un segment overlay de mon NSX. Et si je regarde à ma destination, si je regarde de la même manière qu'à ma source, j'ai créé des network profiles, je vais avoir besoin à ma destination de créer les mêmes network profiles. C'est pairing. Connect. Je vais avoir besoin de créer les mêmes network profiles, mais dans leur réseau correspondant. Et effectivement, je retrouve. Attendre que ça load un peu. Destination network profile. Donc, j'ai mon management qui est dans le management de ma destination, mon vMotion qui est dans le vMotion de ma destination. On pourrait le router, hein, mais là, j'utilise les mêmes plages. Et j'ai mon uplink network profile et qui est dans cette plage-là, qui est dans un segment NSX aussi. Et via le core router que j'ai défini, dont on a parlé au préalable, ces 2 réseaux-là sont capables. C'est les 2 réseaux qui sont routés entre eux. Tous les autres réseaux ne se parlent pas. C'est un environnement source, un environnement destination. On pourrait considérer que ça traverse des réseaux WAN et les seuls réseaux qui communiquent entre eux, ce sont ceux-là. Donc, tout le trafic va être encapsulé et repartir d'une manière ou d'une autre via ces applications. Une fois qu'on a défini les network profiles, j'ai défini mes services mesh. Donc, les services mesh, c'est comment je vais faire transiter quelles sont les méthodes que je vais utiliser pour faire transiter les workloads d'une source à la destination.
Donc, rapidement, c'est là où je vais retrouver mes différents services. Je vais déployer des appliances qui vont définir ce service mesh. Donc, la définition de ce service mesh va passer par quel site est la source, quel site est la destination. Quel service HCX je vais utiliser. En l'occurrence, dans cette démo, je vais utiliser la librairie Interconnect, c'est la base. One Optimization, je ne peux pas parce qu'on est, j'ai pas la version Enterprise de HCX. Cross-Cloud vMotion, c'est vraiment le fait d'utiliser vMotion pour migrer les workloads. Et comme disait notre collègue là tout à l'heure, c'est vraiment des migrations à chaud. Je pourrais faire aussi du bulk migration, on est dans le cadre de migration à froid, basé sur vSphere réplication. Network extension, c'est ce qui m'intéresse dans notre cas de figure, d'être capable d'étendre des réseaux. Et aussi, on pourrait avoir du RAV, donc c'est à chaud, mais aussi basé sur vSphere réplication, SRM intégration, disaster recovery, OS. C'est des choses qui ne nous intéressent pas dans notre démo, mais qu'on pourrait activer. Et à ce moment-là, on aurait d'autres appliances qui seraient déployées. Alors, pour chaque service mesh, on va utiliser des network profiles. Donc, je vais choisir les network profiles que je vais utiliser. Donc, on les sélectionne. Donc, pour l'uplink, je vais prendre l'uplink et je pourrais overwriter. Et ensuite, je choisis les contenants sources et destinations dans lesquels je vais déployer mes environnements. En l'occurrence, vu qu'on est sur du SDN, je vais choisir sur du Software Defined Network, je vais choisir mes transport zones. Donc, je choisis la transport zone NSX qui porte mes VM sources. Une fois que j'ai créé mon network profile, mon service mesh, les deux environnements sont interconnectés entre eux avec le service mesh. Et je peux voir la topologie et surtout faire un petit diagnostic. J'ai oublié de dire qu'une fois qu'on avait des network profiles, il fallait me faire des compute profiles qui sont utilisés pour les services mesh. Le compute profile, c'est vraiment quel type de compute je vais utiliser pour déployer mes appliances. Donc, c'est là où je définis mes services utilisés et que je définis quel type de network profile je vais utiliser pour mes différents réseaux HCX. Donc, je choisis mon réseau uplink, mon réseau vMotion et je crée mon network profile. De la même manière, à chaque fois que je crée des compute profiles à la source, à la destination, une fois que j'ai créé mon service mesh, on va le retrouver à la destination. Le service mesh se crée uniquement qu'à la source. Une fois que mon service mesh est up et que j'ai fait mes diagnostics, on se retrouve avec les différentes sondes. Tout est passé OK. Je vais pouvoir faire mon extension de réseau. Donc, pareil, l'extension de réseau se fait à la source. Donc là, j'ai déjà étendu des réseaux. Mais si je voulais étendre d'autres réseaux, je fais Extend Network. Le système va aller me regarder quels sont les réseaux que je peux étendre qui font partie de la transport zone que j'ai sélectionné dans mon compute profile. Je sélectionne mon réseau. Next. Ce qui est important, c'est de choisir le bon T1 à la destination. C'est important d'utiliser un T1 qui soit non utilisé. Je ne peux pas utiliser un T1 qui est déjà utilisé pour d'autres workloads déjà présents à la destination. C'est pour ça qu'il va falloir au préalable créer. Je vais me connecter dessus. Créer un T1 vide, entre guillemets, à la destination. Je définis la gateway. Donc là, en l'occurrence, c'est 72, 27, 14, 97. Je choisis le service mesh que je vais utiliser et je fais /27. Voilà, je fais submit, il crée mon extension. Et lorsque je crée mon extension, on va le voir là. Donc, mon extension a été créée au préalable sur ces 3 segments-là. Lorsque je vais dans mon networking à ma destination, si je vais sur mes segments, je vais retrouver des segments qui s'appellent L2E, L2 Extension, avec le nom de mon segment, et on voit bien qu'ils sont connectés
qui font partie de la transporteuse et qui sont connectés à mon T1 que j'ai défini dans mes T1 ici. Alors, petite remarque, si je m'amuse avec les réseaux dynamiques, il faut bien penser lorsque je vais sur ma gateway T0, en l'occurrence, là, je l'ai connecté à ma RSS 630 T0.01. C'est important au niveau routing de considérer plusieurs choses. Déjà, si j'ai du BGP, en l'occurrence, donc si je vais sur routing, je vais dans mes préfixes listes. De bien penser à rajouter le préfixe si on veut qu'il soit annoncé sur le routeur qui soit au nord. Donc là, j'annonce tous les réseaux, donc 14.0/24, et tous les réseaux qui sont en dessous, tous les sous-réseaux qui sont en dessous, pour être sûr que n'importe quel réseau qui soit déclaré dans ce subnet-là soit annoncé à mon top of rack. De la même manière, sur mon T1, bien penser à route advertisements, à annoncer tous les réseaux qui sont connectés à ce segment-là. Et quand je vais à ce T1-là, et quand je vais sur mes segments, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que mes segments, ici, bien qu'ils aient été étendus, j'ai une gateway connectivité qui est à off. Dans le sens où je me retrouve dans la situation où mon réseau est étendu en L2VPN, mais la gateway est toujours située à la source. D'accord ? Là, j'ai déjà migré des VM. Le process est assez long, donc je ne voulais pas le faire passer dans la démo. Du coup, lorsque je vais dans migration, si je veux migrer des environnements, une fois que mes réseaux sont étendus, je peux cliquer sur Migrate. Il va me faire un inventaire de ce que je peux migrer. Ok, donc je pourrais très bien sélectionner donc des VM qui sont sur mes réseaux, donc on pourrait dire LNX02, les VM LNX02 par exemple. Je les sélectionne. Je vais chercher le data store source, destination, pardon. Le profil de migration, vous voyez que je ne peux pas faire de RAV, mais en l'occurrence, je pourrais faire du bulk, donc qui est offline ou vMotion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du vMotion. Je pourrais spécifier un répertoire de VM destination, le type de disque, je pourrais scheduler l'opération, toutes sortes de détails. Et ce qui m'intéresse, surtout, c'est dans les external actions de répliquer les custom attributes et de répliquer mes security tags. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la VM va être migrée de l'autre côté, il va prendre son tag et l'enregistrer dans le NSX de destination. Je fais un validate. Alors, pourquoi il me fait ça? C'est intéressant. Peu importe, c'est les aléas. Là, j'ai déjà migré des environnements. J'ai 3 VM qui sont à la destination. Si je regarde à ma destination, mes VM sont déjà présentes. Elles sont là. OK. Et elles sont bien connectées à mes segments qui ont été étendus. Là, la problématique, c'est qu'on se retrouve dans le cas de figure où, effectivement, dans NSX, je vais retrouver, si je vais dans mon inventaire, dans l'inventaire, si je veux retrouver, j'ai pas mes groupes, j'ai pas mes informations, j'ai juste mes virtual machines que je vais retrouver. Les 07 sont par là. Ah, les 07. Du coup, si je vais sur mon distributed firewall ici, security, distributed firewall, j'ai
j'ai fait quelques règles distributed firewall, c'est vraiment pour l'exemple, basé sur des groupes. Mais effectivement, si je vais sur mes groupes, j'ai perdu les VM de mon groupe 1 parce que j'ai migré au préalable les VM de mon groupe 1. Quand j'ai encore les VM, quelques... Problème, c'est que le distributed firewall est cassé. Je me retrouve dans une situation où mes règles ne sont plus pérennes. Comment je fais pour récupérer ça? L'idée, c'est que je veux me retrouver avec, d'une part, les règles qui sont de l'autre côté, donc les groupes et le distributed firewall, mais aussi la sécurité. Donc, la première des opérations, c'est que j'extrais bon, je l'ai déjà extraite, hein. J'extrais je fais un export de la configuration de mon distributed firewall. Et j'ai un script qu'on a déployé avec un collègue de mon équipe qui va faire en sorte de recréer les groupes, enfin, de faire un extract des groupes et sur quel tag ils sont basés. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai un groupe dans mon inventaire, pardon, la réflexion, c'est que si je prends par exemple le LNX02, j'ai non, les TRS non, LNX03. J'ai pas. Parce que j'ai pas mes security tags. Alors, si je vais sur, ouais, il n'est pas récupéré. Tag. Et j'ai pas mes tags, effectivement. Add tag, juste en créer un. LNX01. Cette virtual machine. Alors, B07, on va retrouver LNX01. LNX01. Tag GRP 01. GRP. Et ouais, ça a dû sauter à un moment donné quand j'ai joué. Alors, GRP02. GRP02. Je peux tous les faire, c'est surtout pour l'exemple. Et LNX 03. LNX 03, je l'ai migré déjà. Alors, l'idée, bon, c'est de faire en sorte que, donc là, j'ai bien mes VM. Si je vais dans mes groupes, GRP01, View Member, je retrouve mes VM. Et lorsque j'ai mes VM, j'ai des champs d'adresse IP qui sont déclarés. L'idée, c'est de faire en sorte que dès que je vais sortir une VM du groupe, elle va plus se retrouver, mais via le script qu'on a écrit, il va être capable de récupérer en REST API le champ IP adresse et définir en groupe définition des critères via adresse IP. L'idée, c'est que je définis dans mon script donc l'adresse IP sur laquelle je vais aller chercher mes informations, l'adresse IP de mon VxRail Manager, dans mon NSX Manager, en tant que variable. Je définis aussi le password, l'utilisateur que je vais utiliser pour me connecter et le domaine de connexion.
Une fois que j'ai défini ces variables, j'exécute mon crypt, get NSX firewall IP, et je me retrouve avec un fichier JSON qui est là, où il m'a bien récupéré les adresses IP qui faisaient partie de mon groupe. Une fois que j'ai ce JSON-là, je peux changer la variable cette NSX adresse. Je vais aller chercher l'adresse de mon NSX destination qui est 10.85. 10.85. OK. Si je fais donc mon script Python, j'ai un script Python qui va patcher et qui va aller se baser sur le JSON pour pouvoir recréer les groupes basés sur les NSX tags, mais aussi sur les adresses IP qu'on aura extrait des champs IP qui étaient visibles dans les groupes de sécurité. Donc, patch NSX Firewall. Il me patch et à la destination, si je vais sur mon NSX, je vais sur mes groupes, je vais retrouver mes groupes qui sont créés et si je vais sur View Members, j'ai pas de membres, je suis pas encore migré. Par contre, j'ai mes adresses IP. Le fait que j'ai mes adresses IP, ça va me garder la sécurité pour mes règles de firewall. C'est une méthode comme une autre pour travailler. L'idée, c'est juste de trouver des axes de réflexion pour éviter de se retrouver avec ce genre de situation. Lorsque j'ai créé mes groupes, il n'y a rien qui m'empêche d'aller dans ma sécurité, d'aller sur mon distributed firewall, de faire action et de faire n'importe action import. Donc, et je vais chercher mon fichier. Je donne un nom. Je importe. Et si je ne me suis pas planté sur le mot de passe, on va se retrouver avec... Ouais, c'est bon. Du coup, si je fais View, je retrouve les sections sur lesquelles je peux faire. Pourquoi il ne peut pas? Mais alors, ouais, c'est les joies du live. Tu étais qu'en mode draft Ouais. Si je fais... C'est en mode draft. Mets-toi en catégorie, peut-être, non? Pas un Non, message. non, il y avait... je pense que ça devait être bon. C'est bien, c'est la bonne date. Je pense qu'il avait bien apporté. Hein. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi il n'arrivait pas à le faire un publish, enfin à l'importer dans le distributed firewall et puis faire un publish des règles. Si je fais view, ici the read only to modify the category specific. Read only, tu vois. Ouais. View. Ça pareil. Tiens, T'es qu'en read only, ouais. Alors, identité. Non, là, c'est bon. Là, vas-y, tu fais load quand tu avais le message où tu avais load, là, tout à l'heure. Ouais. Action. Refais un import. Refais un import ici. Action import. Non, remets-toi dans la catégorie. Ouais. Action import. Remets-toi, voilà. Ouais. Ça devrait apparaître.
Voilà, view et load. Tu Ah oui, sélectionnes. là, je l'avais, ouais, c'est bon. Ah oui. Ouais. J'ai pas vu. Merci. Ouais. Ok. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, pourquoi il a pas tout loadé, mais bon. Je crois que tu les as pas tous cochés. Ouais, c'est possible. Mais bon, j'ai Et maintenant, il faut que tu fasses publish. Ouais. publish, ouais. Mais c'est pas les bons. Je pense que c'est mon fichier qui est pas bon. T'as pas pris le bon? Ouais, j'ai peut-être pas pris le bon. Faudrait que je fasse un export. Ici. Security. Donc là, je fais un export. J'exporte. C'est vrai qu'il faut download. 24 mars. Et si je vais à la destination, action, ça je vais m'enlever, je vais supprimer. Et Ouais, ouais, là c'est mieux. ouais, c'est mieux là. Ouais, c'était pas le bon fichier. Ok, donc là je me retrouve avec les mêmes règles de firewall et vu que les groupes étaient existants, je les retrouve de l'autre côté. Donc au fur et à mesure de ma migration, mon distributed firewall va garder sa sécurité, à condition qu'il ait en apply to distributed firewall. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis en place mon environnement, j'ai plus qu'à passer aux dernières actions qui sont de fermer les réseaux, enfin, de casser les extensions. Donc, si je vais sur HCX Manager, sur mon plugin HCX Manager, donc là, qu'est-ce que j'ai migré? J'ai migré, je pense, si je vais sur Networking, à ma destination, sur Segment. Donc, dans quoi j'ai des VM? Ici. C'est 0,2. Non, ça, c'est la source. Pardon. Destination. NSX. Si je vais sur mon networking, segment, ma destination, je vois que j'ai des VM ici. Sur mon segment 03, j'ai migré toutes mes 3 VM. Donc, j'ai plus de LNX 03 à la source. Donc, ce que je peux faire, c'est aller à la source. Je vais sur mon plugin HCX, je vais sur mon network extension et je ferme, enfin, je casse mon extension de réseau à ce moment-là. Donc, on a dit c'est le 3e segment. Donc,
si je coche, je fais un Extend Network. Et lorsque je vais faire un Extend Network, je vais lui demander de connecter mon segment à ma Gateway Cloud. Et c'est à ce moment-là que si je vais sur mon routeur, donc sur mon BGP, qui devrait être ici. C'est un peu gros. Hein. Donc là, il est en train de casser l'extension de réseau. Si je retourne sur mon routeur, si je fais un show IP route, je vois que j'ai des routes qui sont apprises via BGP, qui sont que dans des réseaux 27.16 et 27.17, qui ne sont pas mes réseaux sources au final. Là, je suis toujours en phase de désextension de réseau, ça prend un petit peu de temps. Une fois que le réseau, que l'extension, enfin, le unextend network sera terminé, je serai en droit d'attendre que mon IP route m'affiche 27.14. Et à ce moment-là, ben, je récupère. Enfin, j'aurais gagné si j'ai ma VM, là j'ai une VM de tests à ma destination. On va le prendre dans. Ça, c'est la source. Si je prends ma destination, je prends une VM de test. Et là, ce que je suis en train de tester, c'est une VM qui serait présente LNX03. Donc LNX03, c'est ici. Si je fais 127.14.67, 127.14.67, ok. Donc là aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'il en est de son network extension, mais il a fini. Il a fini. Et si je vais sur mon routeur, je retrouve bien mon réseau en 14. Je n'ai pas lancé le ping à temps. L'idéal, ça aurait été de voir que lorsque je faisais mon extend de network, je gardais le trafic. Mais l'idée est là. Vu que les routages dynamiques ont fait en sorte de matcher sur les routes, ma VM perd pas la communication. Enfin, mon client perd pas la communication avec les VM que j'ai mis là. Après, on n'a plus qu'à faire un extend des derniers networks. Et une fois qu'on a terminé les migrations, je ne vais pas vous faire la démo maintenant parce que ça prendrait. C'est juste une opération qui est répétitive, mais l'idée est là. Donc voilà, je pense que là, on a fait le tour. L'idée, c'est vraiment de comprendre que HCX, elle va nous permettre de migrer des workloads d'un site A vers un site B. Là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter un cas d'usage avec deux aspects supplémentaires, c'est comment garder la sécurité entre la source et la destination, et vraiment bien comprendre qu'au final, ce qu'il faut aussi, c'est savoir ce qui se passe en dehors au niveau du réseau, pour faire en sorte de garder la connectivité à nos workloads. J'espère que ça aura été instructif. Parfait, parfait Thomas. 1h15. Ouais, une petite heure 10. Non, c'était parfait, Thomas. Merci beaucoup pour la qualité de la session. C'était très instructif. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai appris des choses. Et j'imagine que, en effet, de ce que je vois là, ce matin, sur le cas d'usage que tu as présenté, migration d'un data center à un autre, j'imagine là tout à fait, on va dire, la possibilité aussi, l'extension de HCX sur l'hybridité. Des plateformes, on le voit. Enfin, de ce que tu as présenté, j'imagine que derrière,
voilà, l'autre cas d'usage, comment, je crois que tout à l'heure, c'est Anis qui en parlait aussi un petit peu. On voit bien l'hybridité, pour aller chercher des plateformes cloud public, c'est très bien. Parfait, en tout cas, Thomas, merci beaucoup. Hein. C'était très, très, très bien. Pas de quoi. J'ai une autre contribution, si vous permettez. Bien si sûr, vous bien avez sûr. du temps. Ah ouais. D'abord, merci beaucoup Thomas pour la présentation et la démo. Vu que je connais le produit que j'ai déjà utilisé, j'ai juste rapidement quelques points à partager avec vous. Il faut bien Avec plaisir. étudier la source. Il faut bien étudier la source. Ouais. Il faut bien étudier la destination. Il faut bien étudier ce que le client souhaite faire et quelles sont les limitations. Sachez que tout à l'heure Thomas il a présenté deux types de migration, le bulk et le vMotion. Sachez que le vMotion c'est le live, il se base sur vMotion. Donc la migration elle est séquentielle, c'est-à-dire si j'ai 1000 VM migrés, il va migrer une par une. Pour le bulk, c'est un type de migration qui vous permet de migrer les 1000 VM à la fois. Et je dis bien les 1000 VM à la fois. Par contre, la différence, c'est que le vMotion, c'est 0 interruption. Si vous avez un client qui vous dit « je veux pas d'interruption de service », par contre, le bulk, il y a une interruption de service, mais c'est pas méchant, puisque je l'ai déjà mis en place. C'est pas méchant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le HCX source, il va répliquer dans la destination. Et vous allez dire, vous avez un window fenêtre, une fenêtre de maintenance, par exemple à minuit. Et là, à minuit, il va juste arrêter les VM sources et il va démarrer les VM destination. Et bien évidemment, il va faire un renommage côté source. Donc, c'est pas méchant, mais sachez qu'il y a une coupure. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point. Alors, si je peux me permettre juste un truc là-dessus aussi, c'est que vMotion, on perd la data à la source une fois qu'on a fait le vMotion. C'est-à-dire que si on doit rollback, on doit faire toute l'opération inverse. Alors que le bulk, on est capable de garder la data à la source, alors qu'on l'a aussi à la destination. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai choisi pour mon client et franchement, je vous recommande ça si vous avez la possibilité de faire. Deuxième chose, c'est le changement des adresses IP. Tout à l'heure, Thomas a montré l'interface. Sachez qu'on peut changer les adresses IP, on peut changer le DNS, on peut vraiment changer pas mal de choses avant de faire la migration. C'est-à-dire, au moment de la migration, vous dites, je veux migrer 5 VM, mais je veux bien changer à la destination les adresses IP, le DNS, etc., etc. Et troisième point et dernier point, c'est par rapport au débit. Par exemple, moi, j'ai rencontré un client qui m'a donné un débit de 1 gigabit entre la source et la destination, mais au moment de la migration, on a remarqué que HCX n'utilise pas les 1 giga. Donc, sachez que c'est normal. Moi, au début, j'étais surpris. J'ai déjà ouvert un ticket auprès de support VMware. Et l'explication, c'est que HCX, il utilise des canaux de comment dirais-je, il fait du cryptage, du canal EPSEC, je pense. Il y a des choses, il y a des cryptages, des choses que HCX fait et qui permet pas d'avoir 1 giga pour migrer. Donc, sachez que c'est normal et ça peut arriver. Voilà. Ok, parfait. Parfait pour ce complément d'information, c'est parfait, Anis. Merci beaucoup. C'est très bien. En tout cas, merci encore Thomas pour cette matinée, c'était enrichissant. N'hésitez pas, on a le Slack. Je le republierai sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Voilà, si vous voulez nous rejoindre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire d'autre. Oui, comme vous le voyez à l'écran, le 11 mai, on a donc une session, je le rappelle, donc avec Shaima, c'est en français, hein, d'accord. Donc je vous rassure, vous voyez Cormac, même si Cormac adore la langue de Molière, il pourra pas faire toute la session en français, même s'il interviendra de temps en temps. Je pense que c'est pour donner des compléments d'information. En tout cas, on aura Shaima qui va présenter et co-animé, on va dire, par Cormac. Donc voilà, donc ça sera le 11 mai. D'ici là, à Bordeaux, on aura un petit VMUG. Et si vous avez des propositions, hein, d'autres sessions, faut pas hésiter. Comme Thomas l'a fait, il voulait partager son retour d'expérience, son expertise. Et je lui en remercie une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et il est l'heure de se quitter. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end évidemment. Et je vous dis à très 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 vite. Merci encore. Merci Thomas. Merci à vous. Passez un bon week-end. Merci. Merci, bonne journée.